Donc rapidement, je bascule sur mon écran. On va commencer par Opal. Opal, du coup, qui est une application promise à être un Nutri-Score du cerveau numérique. Donc j'ai trouvé le titre assez accrocheur, mais par contre, j'ai regardé un petit peu dans le détail et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je me suis posé la question si moi est-ce que je l'utiliserai au quotidien ou pas? Ça pose aussi des soucis de sécurité, enfin pas de sécurité, mais qu'est-ce qu'ils font de nos données, etc. On regardera ça ensemble. Ensuite, on va passer, tiens, Basti, puisque tu es là, sur un petit plugin que tu connais peut-être, donc HTML to Design, qui est un super plug qui te permet en gros de passer comment dirais-je, une URL. Donc ce sera le moment un peu ludique, on pourra tester et triturer un peu ce plugin. Et ça te permet du coup, en gros, tu passes une URL et ça te le convertit en maquette Figma. Alors il y a un peu de clean à faire, mais c'est c'est assez efficace. Moi je l'ai testé, franchement je trouve ça pas mal. Ensuite, un sujet un peu plus e-commerce du coup, les live shopping. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Moi perso j'ai découvert ça quand j'ai préparé en fait ce stream. Donc les live shopping qui sont une espèce de tendance, on va dire, c'est un peu à la croisée entre Twitch et Shopify, on a l'impression. Oui, on la teste mercredi, une dinguerie. Ok. Je regarderai, on regardera ça ensemble. Mais en fait, HTML2Design, là où je trouve que c'est hyper intéressant pour nous, c'est qu'on va essayer aussi d'aborder pas mal de sujets sur comment faire aussi pour améliorer son workflow, faire en sorte que les choses soient plus fluides, comment faire le passage aussi entre designer et développeur, etc. etc. Voilà, comment industrialiser un peu aussi les choses, faire en sorte qu'on puisse travailler à grande échelle avec voilà, mise en place d'un design system, ce genre de choses. C'est des sujets qui vont vraiment nous intéresser, je pense, et qui sont tout à fait dans la thématique. Donc voilà, une rubrique un petit peu plus e-commerce aussi, mais voilà, vraiment hyper intéressant. J'ai lu cet article du coup du lepetitdigital.fr. Bon, le premier, j'avais oublié de le dire, du coup, c'est Petit Web également, cet article-là, donc on y reviendra. Ensuite, un article des numériques, DuckDuckGo qui sort son application macOS. Donc ça, DuckDuckGo, je pense que probablement beaucoup de monde le connaît. Du coup, c'est un navigateur qui avait pour ambition, on va dire, de faire en sorte d'être un peu moins traqué. Et donc là, ils ont sorti une version macOS, donc on regardera ça ensemble. Et on terminera très rapidement aussi sur les Jammies, donc les Jamie Awards, qui sont en fait un événement autour de la Jamstack. Donc la Jamstack, voilà, je vous en ai parlé sur le stream précédent, qui est une façon de concevoir des sites internet en fait plus performante et plus sécurisée, et sur laquelle voilà, on se place pas mal, notamment là où je travaille du coup chez PicBeam. Et donc voilà, ça c'est un peu l'événement, on va dire, autour de la Jamstack qui a lieu d'ici quelques semaines, donc on en parlera très rapidement. Donc voilà, du coup, ça fait quand même un programme assez dense, assez chargé. On va essayer de tout couvrir et on verra en fonction du temps, mais normalement, ça devrait passer. Marinette qui nous rejoint pour la première fois. Bonjour tout le monde, salut à toi et bienvenue sur le stream. C'est cool, il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui que mercredi. Alors, on n'a pas encore du tout, ou quasiment pas communiqué. C'est essentiellement des proches en fait. On va commencer probablement à communiquer à partir de la semaine prochaine, pour essayer voilà, d'avoir une communauté un peu plus nombreuse et plus active, mais on s'est gardé quelques streams de début pour essayer un peu de se roder. Donc voilà. Alors évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les soumettre tout au long. Et le but, c'est que ce soit c'est que ce soit de l'échange et voilà, qu'on discute un peu, qu'on réagisse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe au premier article du coup. Et donc cette application Opal, qui m'a un peu intrigué. Donc l'idée en quelques mots, c'est une appli. Alors je sais pas si c'est une appli ou si on peut parler plus d'un service, parce que peut-être ils auront aussi un site. Mais là, pour le moment, en tout cas, dans ce qu'ils disent dans l'article, c'est essentiellement une application dont l'objectif en fait est d'analyser un peu vos comportements voilà, en tant qu'utilisateur, on va dire, et de vous donner des statistiques
voir quand est-ce que vous avez perdu un peu votre concentration, que vous êtes allé sur telle ou telle application qui vous a un peu détourné de ce que vous vouliez faire initialement. Et ensuite, vous proposez en fait d'être un peu comme un guide. Donc voilà, pendant les heures de travail, ça peut vous permettre de bloquer en fait des applications qui ne seraient pas dédiées au boulot et vice-versa, c'est-à-dire le week-end, voilà, la déconnexion et éviter d'être encore en train de travailler quand c'est plus les heures de boulot. Donc rapidement, j'ai surligné quelques passages que je vais vous lire. N'hésitez pas à réagir s'il y a des choses qui vous font réagir, et puis je prendrai les messages les uns après les autres. Alors concrètement, ça donne quoi? Il y a 5 milliards de smartphones dans le monde, on passe 70% de notre temps éveillé devant un écran. Le problème n'est pas tant cette quantité de temps, mais l'attention et l'intention. Comment fait-on pour rester en contrôle de notre temps, de notre vie? Opal analyse ce que vous faites, le temps que vous passez sur quelle application et mesure votre concentration. Ce faisant, elle vous aide à mieux structurer votre journée. On décide ainsi à quel moment consulter les réseaux sociaux ou les news, et on peut bloquer les applications et les sites qu'on ne veut plus. Elle permet aussi de limiter les réseaux sociaux pendant les plages de travail. Autre cas d'usage important, après le travail, plus de mails, de Slack ou de réseaux sociaux pour être présent dans sa vie privée. Donc voilà, il se place vraiment comme, de ce que j'ai compris dans cet article, il se place vraiment comme vraiment acteur du bien-être, on va dire, des gens, et ils essayent voilà, de faire en sorte qu'ils aient une meilleure hygiène ce qui concerne en fait le rapport au digital, et éviter d'être toujours trop connecté ou de perdre en efficacité, en efficience. Donc je continue un peu l'article, notamment la partie modèle économique, c'est ce qui m'a intéressé parce que je me suis dit, ok, mais derrière, s'il y a de la vente de données, ce genre de choses, je pense que c'est la première réaction qu'on aurait tous. Et donc ils disent, les plateformes ont le business model qui repose sur la vente de nos données et de notre temps d'attention. Nous avons le modèle opposé. Puisque nous servons le bien-être des utilisateurs, le modèle est freemium. La version payante permet de programmer de façon récurrente les blocages en fonction des jours de la semaine. La version gratuite requiert de refaire la démarche tous les jours. La version payante permet également, pour les sessions Deep Focus, de ne pas pouvoir annuler une session. Donc en gros, c'est des moments où vous allez être vraiment, vous décidez d'être complètement concentré. Les utilisateurs peuvent se comparer aux autres dans leur pratique digitale dans les deux versions. En revanche, l'historique est une fonction payante. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer en fait vos habitudes et vos façons de faire avec celles des autres. Ce qui a un côté un petit peu peut-être effrayant aussi, parce que ça vous permet de prendre de la hauteur, mais ça va peut-être lever certaines interrogations, et vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'avez pas les bonnes habitudes. Moi, ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce que par contre ils vont mettre en perspective en fait le profil des gens, puisqu'il y a des gens qui sont quand même plus destinés en fait à être sur des écrans de par leur métier, typiquement. Donc voilà, ça c'est quand même une interrogation sur laquelle que je me pose, c'est est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'il ne faut pas mettre du contexte aussi dans tout ça? Parce que les habitudes des fois peuvent être liées aussi un petit peu à tout ça, à votre travail, ou voilà. Du coup, je continue. Nos clients aujourd'hui sont des travailleurs du savoir, des ingénieurs, des journalistes, des spécialistes du marketing qui travaillent beaucoup sur ordinateur, et beaucoup d'étudiants. Nous avons démarré par les USA, mais depuis 2 mois, nous nous lançons en France. En 2023, nous allons attaquer le marché des entreprises, car Opal a un très fort impact sur la productivité individuelle et le bien-être. Une étude menée auprès de milliers d'utilisateurs montre que 93% d'entre eux se disent plus j'imagine ça doit être productif, et 94% moins distraits, et ils économisent en moyenne 2 heures de temps d'écran. Ça, voilà. Ça fait partie un peu des chiffres. 2 heures de temps d'écran en moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis, est-ce que... Alors après, ça dépend comment on prend l'expérience, c'est-à-dire que potentiellement, moi je me dis, si tu te lances sur un truc comme ça, il faut vraiment jouer le jeu et faire en sorte de respecter effectivement quand l'appli te dit te coupe ou pas. Mais est-ce que véritablement... on arrive en fait grâce à de l'optimisation à des chiffres aussi hauts, ou est-ce que c'est plus parce qu'on est dans une démarche de déconnexion? À voir. Alors quels sont vos projets? Nous allons sortir une version Android en 2023. Nous n'exploiterons pas nos données.
ou de la publicité, mais nous allons nous adresser aux employeurs et aux assureurs. Ah ouais, alors cette partie est assez intéressante. Ces derniers vont se rendre compte que l'addiction aux écrans et la nouvelle cigarette, elle a des effets néfastes sur le sommeil et la santé mentale. Les assureurs pourraient par exemple faire un discount sur les primes pour ceux qui utilisent notre appli. Enfin, nous développons un indicateur de concentration qui est plus précis que le simple temps d'écran, qui ne mesure pas si le temps passé sur l'écran a un impact positif ou négatif pour la concentration. Nous avons demandé à nos utilisateurs de donner une note aux applications. Donc voilà, il y a aussi une espèce de rate qui est attribué pour chacune des applis. Et évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, moins bien noté. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce côté, on va consulter en fait des assurances, des assureurs, et c'est là que je trouve que le système est un petit peu plus malsain, on va dire, parce que à la base ils se veulent pour le bien-être des gens, et en fait on se rend compte que si tu passes par ce type de pratique, ça veut dire qu'en gros il y aura un côté un peu forcé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat, mais je trouve qu'il y a un côté un peu ouais, c'est un peu forceur en fait que de dire voilà, si tu dois en fait en passer par ce type de pratique, aller voir les assurances et en fait inciter financièrement les gens à faire ce genre de choses. Je trouve ça pas ouf. JP, ça peut retourner contre l'utilisateur? Non. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par ça peut retourner l'utilisateur? Si c'est dans le sens ça peut le braquer, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que encore une fois, autant sur la partie, enfin je trouve que l'idée est hyper intéressante. J'aimerais bien quand même savoir en fait qu'est-ce que ça va apporter de plus en fait que déjà certaines stats que tu peux avoir sur iPhone ou autre, où en gros tu as quand même déjà tout un tas de métriques qui te permettent de dire qui t'indiquent en fait tes temps d'écran, qui te permettent de savoir en fait et de prendre un petit peu de recul. Donc, en quoi est-ce que ça va être plus précis? Moi, j'avoue que là, pour le moment, j'ai du mal. Maintenant, après, le côté que je trouve intéressant, c'est le fait de bloquer telle ou telle application. Mais je me dis toujours que si tu es dans une démarche, en fait, de minimalisme numérique, en fait, clairement, c'est le mental, quoi. Tu vois, c'est un peu... ça va t'accompagner, en fait, mais ça va pas complètement te stopper si jamais, voilà, t'es en manque, on va dire, de ta dose de réseaux sociaux, quoi. Donc du coup, JP, pour les fumeurs, l'assurance de prêt immobilier est plus chère. Oui, effectivement. Donc je pense que c'est ce genre de choses qu'ils veulent mettre en place. Et c'est en ça que je dis que c'est un peu... en fait, je trouve que c'est un peu antinomique avec leur idée de dire on accompagne les gens et notre but c'est de faire en sorte que... le bien-être, tu vois, voilà, ce discours bien-être qui je trouve est un peu trop marketeux en fait quand tu vois derrière ce qu'ils veulent mettre en place, mais voilà, c'est un avis personnel et si vous n'êtes pas d'accord, évidemment on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'en récupérant des données utilisateurs sur leur temps devant les écrans, ils peuvent dire qu'il y a un risque? Alors, je pense, si tu veux, que le postulat de départ, ça va être de dire... Je me rends compte que je suis pas du tout centré par rapport à ma caméra, c'est un peu perturbant. Je pense que le postulat de départ, il est de dire, si tu passes plus de temps en fait devant un écran, après notamment réseaux sociaux, etc., potentiellement il y a un risque physique, forcément, parce que ça veut dire que tu es moins dehors que quelqu'un qui passe moins de temps. Alors c'est très, très binaire comme analyse, je pense, mais j'essaye d'extrapoler, d'imaginer en fait ce que les gens pensent en fait, quel va être leur postulat. Et ensuite, je pense qu'il y a tout le pan santé mentale, risque et santé mentale qui aujourd'hui sont des enjeux hyper primordiaux. On se rend compte que voilà, je sais pas, notamment l'industrie du jeu vidéo par exemple, tu passes du temps beaucoup de temps devant un jeu comme Fortnite ou ce genre de choses, ça te rend vraiment gogol quoi. Moi, pour l'avoir expérimenté à titre personnel, et je pense que voilà, s'il y a des proches, certains de mes proches dans le chat, ils contrediront pas, c'est que voilà, les jeux vidéo sont super cool. Maintenant, voilà, même les réseaux sociaux, tout ce qui est numérique est vraiment très cool. Maintenant, c'est comme tout, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Et il y a des fois, il faut savoir prendre du recul et de la hauteur. Et du coup, voilà, cette question de santé mentale et d'être trop devant des écrans, bon, je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, c'est primordial. Et que demain, potentiellement, des assureurs qui, en fait, se basent sur... en fait, une assurance, c'est ni plus ni moins, c'est des mathématiques, quoi. C'est statistiquement quelle chance j'ai
devoir payer telle ou telle chose à une personne, à l'un de mes assurés, quoi. Donc ils vont prendre toutes les datas entrantes en fait pour pouvoir estimer ce qui est... Voilà, ça pose toujours des questions, on va dire, d'éthique ou autre, mais en soi, si tu te bases purement sur le modèle des assurances, ben ouais, moi ça m'étonnerait pas qu'un truc comme ça cartonne et que ça accompagne en fait comment dire, le prix en fait d'une assurance exactement comme la cigarette ou comme bien autre chose, ben que ça dépend de ça, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je pense que c'est à suivre, à voir après dans quelle mesure en fait ça va être vraiment très différenciant et ça va être mieux que des stats, je sais pas moi, sur un Android ou sur un iPhone. Sachant qu'en plus là ces dernières années ils sont quand même vachement améliorés, notamment avec tout ce qui est montre connectée, etc. Mais voilà, sur la partie temps, quelles utilisations vous faites de votre téléphone, bah, s'ils se spécialisent là-dessus, peut-être qu'on verra apparaître des choses assez intéressantes. Voilà du coup pour ce premier article. Donc je vous rappelle petitweb.fr, qui est un blog que je connaissais moins et qui est plutôt cool d'ailleurs, qui parle vachement de tendances digitales, etc. C'est plutôt cool. On passe du coup à l'article suivant. Donc HTML to design. Donc là, c'est pas vraiment un article, en fait, ça va plus être une espèce de démo que j'ai trouvé intéressante. Donc l'idée, c'est que c'est un plugin Figma. Donc Figma que vous connaissez, qui est donc un outil de design, de web design, qui cartonne évidemment en ce moment et depuis pas mal de temps. Et donc, vous avez la possibilité d'ajouter des petits plugins pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Les plugins sont en règle générale communautaires, c'est-à-dire ils sont partagés à la communauté, et puis vous pouvez aussi en développer vous-même. Et donc celui-ci est assez intéressant en fait, donc on va le tester. Donc l'idée très rapidement en fait, c'est qu'on va pouvoir passer une adresse URL, donc n'importe laquelle, et en fait il va aller récupérer la page et la convertir dans une maquette Figma. Alors si vous avez des adresses URL, si vous voulez tester des adresses URL, balancez-moi ça dans le chat. Moi je vais commencer avec une URL. Qu'est-ce que je vois? Basti, t'as un site toi je crois, je sais pas si t'es encore dans le chat. Voilà, basti.fr, allez, on va tester ça. Je crois que j'avais testé le site d'Apple la dernière fois. On va tester celui de Basti pour voir si ça marche bien. Si vous avez des URL, surtout n'hésitez pas à envoyer, comme ça au moins on va voir si on va essayer de le tester dans plein de conditions différentes, voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, je passe mon URL, l'URL à importer, et là ça mouline. J'espère que vous voyez que c'est assez gros. Hop. Donc le site de base de Basti, c'est celui-ci. Donc voilà un petit portfolio des familles. Alors visiblement il y a pas mal de choses à charger. Ça c'est l'effet démo, hein. Je sais pas si c'est normal que ça prenne autant de temps, mais évidemment je pense que ma démonstration va foirer total. Trop d'images peut-être, ouais, je sais pas. Bon. Et ben ça part mal déjà. Ça part mal, tant pis, on va tester avec un autre. J'aurais essayé avec celui-ci. Je sais pas si... Après, j'utilise avec Brave, j'espère que ça bloque pas les appels ou ce genre de choses. Alors le site d'Awards me dit JP. Je vais tester ça. En plus, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le chat. Attendez, je vais vous mettre le chat. Tac. Tac. Histoire que je puisse directement converser avec vous. Hop. Alors je récupère du coup l'URL et on va tester ça. Hop, hop. Je sens que ma démo va foirer complet. Alors j'avais fait beaucoup de tests en plus. J'avais fait des tests notamment avec le site d'Apple. Et je me suis dit, bon, le site d'Apple, en plus, il y a des gros visuels et tout, ça va être compliqué.
Et en fait, non, ça avait très très bien fonctionné. Mais de toute évidence, c'est pas mon jour. Je vais essayer sinon d'en passer. Peut-être que c'est le fait que je passe par Brave qui bloque un peu. On va tester autre chose. Tac, tac. On va aller du coup. Communauté, pic bim, paf. Et du coup, on va tester. On va aller dans les parties plugins. HTML, tout. Est-ce qu'il me le trouve? Yes, HTML to design, run. On va voir si ça marche mieux. Testons déjà celui d'Apple. Parce que celui d'Apple, je l'avais testé, je sais que ça fonctionnait. Alors ce que j'espère aussi, c'est que peut-être, est-ce que c'est une version, mettons, gratuite, voilà, une version de test, et puis après, mettons pour un jour ou deux, et après tu es obligé de passer sur du payant, je ne sais pas. Ah, voilà, bon, le site d'Apple fonctionne. Peut-être effectivement qu'en passant du coup directement par Figma et pas par Brave, ça, je pense que je dois avoir des blocages sur Brave, donc il y a un navigateur qui bloque pas mal d'appels. Donc voilà l'idée, vous voyez, ce site d'Apple, hop. Et du coup, il me récupère en fait tout le... Il se base sur le HTML. Et il récupère en fait ben, voilà, l'ensemble, il regarde les divs, les images, etc. Et après, voilà, c'est quand même assez détaillé et assez hallucinant en fait comment il arrive à bien gérer même les textes, etc. Alors après, c'est là qu'on voit l'intérêt aussi d'avoir un HTML propre, hein, parce que là, vous voyez, du coup, il se base là-dessus et il crée une frame par div systématiquement, donc on peut le voir sur le côté. Mais je trouve que c'est pas mal en fait pour commencer, voilà, partir d'une base en fait, et puis après peut-être cleaner un petit peu la maquette. On va tester autre chose, hein, parce que voilà, si effectivement ça fonctionne pas aussi bien que ce que j'imaginais, bah, peut-être que ça perdra de son intérêt. Alors qu'est-ce qu'on a comme site? Donc on avait dit Awards, on va tester. Hop. J'ai mis Dark la dernière fois, je crois. Donc on peut customiser son device, c'est ça qui est cool aussi. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez partir plutôt sur une version téléphone ou autre, vous n'êtes pas obligé de faire que version MacBook. Et on va tester d'importer pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est vraiment une partie qui est hyper intéressante en fait sur Figma, c'est le fait de pouvoir développer soi-même du coup ses propres plugins. Moi je sais que je l'ai expérimenté à titre personnel, c'est-à-dire que sur mon précédent job on avait la nécessité en fait d'exporter un certain nombre d'infos depuis Figma. Et on voulait les transformer en fait et les exporter vers un package NPM qui est donc un package NPM, c'est on va dire une espèce de petite librairie avec du code à l'intérieur. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on avait toutes nos codes couleurs, voilà, tout ce dont on avait besoin, on le convertissait en CSS grâce justement à un plugin un peu custom. Et ensuite on pouvait le basculer du coup sur notre package NPM, et ça c'était plutôt efficace. Bon, définitivement je pense que Howard est beaucoup trop lourd, ça risque de prendre beaucoup trop de temps, donc celui-ci on va le killer à mon avis. Allez, on teste un dernier pour voir. Exposition celtique, ok, vas-y go. En plus Howards, je crois que récemment ils l'ont refondu et la page est beaucoup plus lourde on va dire que ce qu'il y avait avant. Alors, Expo Celtic, je copie. Je vais regarder quand même la tête que ça a à la base. Ok. Et on salue nos amis bretons, évidemment. Et je teste un import. Bon, après, c'est cool, hein, parce que du coup, on voit un peu les limites du truc. Je pense que ça fonctionne, mais c'est juste que ça va prendre 2 plombs. Mais vous voyez que c'est... Ouais, non, moi, je sais que j'avais quand même testé. Le truc était relativement stable et bien fichu. Alors là, on voit quand même qu'il a... Je vais le refaire. Je vais dégager tout ça parce qu'en fait, j'y vois rien du tout. J'ai l'impression du coup qu'il l'a importé en 2 parties par contre celui-ci, ce qui est un peu étrange. Donc il se cale évidemment sur le HTML, donc forcément c'est sûr que d'un site à l'autre il risque d'y avoir des variations. Ouais, il s'en sort pas trop mal, quand même.
Après, je pense que ça doit aussi dépendre de la qualité du CSS et de comment est-ce que le site a été intégré. Mais dans l'ensemble, ça fait le job. Ça fait le job. Voyons voir si je passe mon fond. Voilà. Donc c'est intéressant parce que en fait, ça peut vous permettre de récupérer un certain nombre d'assets, de les importer. Dans le meilleur des cas, voilà, comme on l'a vu sur celui d'Apple par exemple, qui était plutôt bien intégré, on n'a pas de problème en fait. On a tout qui est relativement clean. Il n'y a plus qu'à renommer en fait finalement les frames. Bon, dans certains cas, on le voit comme ici, ça va être très dépendant visiblement de la qualité aussi de l'intégration et de comment est-ce que les gens ont intégré leur site. Mais je trouve ça pas mal en fait. Je trouve ça pas mal pour récupérer les codes couleurs, pour pouvoir récupérer toutes les photos et partir d'une base en fait qu'on va venir derrière rendre propre. Donc voilà, du coup petit plugin intéressant que je voulais vous partager. HTML to design, et après ça fonctionne. Alors c'est pas nécessairement, je pense, je sais pas si étant donné que c'est une adresse URL, il faut quand même avoir un lien, mais ça veut dire que techniquement c'est faisable via un plugin de balancer du HTML en fait et de convertir ça en maquette. Donc voilà, plutôt cool. Du coup on passe à l'article suivant, un article du coup plutôt tourné e-commerce. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le petit digital, du coup, qui parle du commerce en ligne et d'une nouvelle tendance que je ne connaissais pas, moi, à titre personnel, qui s'appelle le live shopping. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. Donc, on lit rapidement l'article et puis on réagit dessus. Donc, le commerce en ligne est en plein essor, surtout depuis la crise du Covid. Le nombre de sites marchands a augmenté de 11% en Europe entre 2021 et 2022. Et ce n'est que le début, la concurrence est rude. Shopify, spécialiste du e-commerce, estime d'ailleurs que les premiers freins à la croissance des marques installées... Oh, j'ai mal lu. Estime d'ailleurs que c'est le premier frein, à la croissance des marques installées sur Internet. Compte tenu de la concurrence intense du secteur, les marques doivent diversifier leurs méthodes de séduction vis-à-vis des internautes, toujours ultra sollicités. Le simple site marchand ne suffit plus, il faut personnaliser les offres et accompagner réellement le client jusqu'au processus d'achat. Chaque visiteur doit pouvoir participer de manière interactive, ludique et divertissante à travers des rendez-vous réguliers. C'est là qu'intervient le live shopping. Donc le live shopping consiste à proposer sur le web des produits mis en avant via une vidéo diffusée en direct. Donc c'est un peu ce que je vous expliquais, j'ai l'impression que c'est le croisement entre Twitch, enfin la tendance du stream en fait finalement, et la vente en ligne Shopify ou autre. Et ça me fait exactement penser moi à pas mal d'influenceuses ou d'influenceurs souvent sur Insta, et je sais que voilà, j'ai des personnes dans mon entourage souvent qui regardent notamment des influenceuses mode. Et où par exemple, je sais pas moi, le dimanche matin, tu vas avoir ton rendez-vous où elle va, la nana ou le gars va te présenter en fait pas mal de fringues, et puis après tu vas pouvoir commander sur son site en fait en ligne. Et là j'ai l'impression que c'est un peu le merge finalement entre les deux, où en gros on va prendre le meilleur des deux mondes et le croiser, et comme ça on peut directement acheter en fait via l'interface. Alors, n'hésitez pas à réagir, hein, je termine de lire l'article et puis on réagit ensemble, mais je reprendrai l'historique de vos messages. Donc, le live shopping consiste à proposer sur le web des produits mis en avant via une vidéo diffusée en direct. Le consommateur peut réagir en temps réel dans une discussion en ligne, poser des questions aux animateurs, donner leur avis et même répondre à des jeux, des quiz, des devinettes ou des concours. Toutes les personnes présentes ont la possibilité de participer tout en achetant des articles en démonstration. Cela crée une émulation, un moment convivial et unique. Moi ça me fait penser un peu au Camelot, je sais pas vous, mais vous savez typiquement les vendeurs qui sont sur des marchés ou autres ou des foires et qui disent comme ça, ils vendent des saucissons, ils commencent à en mettre un dans une poche et puis un autre, et ils disent allez, tout ça pour un prix défiant toute concurrence. Et je trouve que ce côté émulsion est hyper intéressant, à la fois un peu border, hein, on va dire en termes d'éthique, c'est-à-dire qu'on cherche à créer quelque chose et à créer un mouvement, et c'est un côté un peu poussif, mais c'est intéressant de se rendre compte en fait que on peut créer ce type d'émulsion, et à la fois du coup c'est comme si on avait un ou une conseiller en fait physique, mais qui répond à plein de questions et qui répond à plein de personnes en même temps. Transformer sa boutique en ligne en espace de live shopping est simple et rapide. Il existe des plugins web pour cela. Par exemple, en France, la solution Live Shopping e-commerce de Shopify s'installe en quelques clics seulement et se configure à l'image de votre marque.
Donc voilà, là vous avez un peu la tête que ça peut avoir. J'ai vu d'autres liens, on regardera ça ensemble. Et donc l'idée c'est ça, c'est que vous avez une vidéo, les personnes sont en train de raconter, de parler de, ben là visiblement de champagne ou de vin ou de produits. Voilà, donc on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération évidemment. Et donc vous avez votre petit encart en fait sur le côté sur lequel vous allez pouvoir directement acheter en fait les produits dont il est question. Margot, oui, Etam l'a utilisé lors de son dernier défilé. D'accord. Donc, fais voir. Si je mets Etam Live Shopping, je sais pas si je vais y aller parce que j'ai un petit peu peur. Je sais pas trop dans quelle mesure je peux montrer des choses sur le stream. Je regarderai ça plutôt off parce que je t'avoue que j'ai un petit peu peur du ban. Du coup, Benta qui dit Amazon aussi fait des Amazon Live pour parler en direct de produits dispo sur leur plateforme. D'accord. Ok, moi j'avoue que j'avais jamais entendu parler de cette pratique-là. J'avais conscience effectivement de par mes proches en fait qu'il y avait des gens, effectivement des personnes qui faisaient des streams Instagram. En plus, il y a une notion de boutique sur Instagram si je me trompe pas. Donc en fait, bah, c'était plutôt cool parce que tu avais une expérience un peu, une expérience pleine en fait. Hein. Tu vivais ton live, tu avais le côté communautaire, etc. Et à côté de ça, bah, tu pouvais aller sur la boutique et acheter en fait, ou alors aller sur le e-commerce. Mais là, du coup, bah, ça a un côté, ce qu'il y a d'intéressant en soi. En fait, tu te dis c'est pas si ouf que ça dans le sens où finalement c'est juste que tu as d'un côté un live et de l'autre côté tu as des liens, tu vois. Mais la démarche est assez intéressante de se dire que c'est une tendance en fait et que c'est quelque chose qui va en grandissant et sur lequel les marques se positionnent. Donc ça veut dire que peut-être dès aujourd'hui il faut s'y intéresser, se rendre compte déjà comment est-ce que techniquement on peut mettre ce genre de choses en place, parce que j'imagine qu'en plus les produits là je vois, j'ai l'impression que c'est des produits vraiment dont ils parlent au moment. Donc je sais pas est-ce que c'est un modérateur qui fait ça derrière ou autre, mais faire en sorte que voilà, s'il y a de l'évolution par exemple dans le stream, qu'on parle d'autre chose, que tout évolue, comment est-ce qu'on gère ça, est-ce qu'il faut voilà, un modérateur, une modératrice, je sais pas. Twitter va se lancer aussi sur le live shopping a priori. Ouais, bah, tu vois, c'est ce qui confirme que effectivement c'est une tendance qui est confirmée, qui est globale, et, parce que pour que des marques se positionnent sur ce genre de choses, c'est que probablement les réseaux sociaux ont intérêt à suivre, et puis tout ce qui est plateforme, etc. ont intérêt à suivre. Allez, je termine l'article rapidement, n'hésitez pas à continuer à réagir. Un moment interactif et efficace, proposer un live shopping, c'est offrir à ses visiteurs une expérience d'achat originale. Ils ont la capacité de se renseigner et de demander l'avis des participants. Donc c'est vrai que le côté interaction, ça va avec la tendance aujourd'hui de Twitch, etc. Beaucoup de gens en fait recherchent ça. Les clients apprécient également de recevoir un service personnalisé. Ils peuvent oublier les algorithmes et robots d'Internet pour échanger réellement avec des humains qui leur répondent en direct. Nous savons que l'acte d'achat est souvent bloqué au dernier moment par un ou plusieurs points qui demandent une précision. On comprend alors aisément que le live shopping peut permettre de concrétiser de nombreuses commandes, comme dans une émission de télé-shopping. Alors ça, je trouve la comparaison excellente. Comme dans une émission de télé-shopping, les visiteurs observent l'utilisation des objets tout en pouvant interagir et chatter avec les présentateurs. Cela apporte une vraie plus-value de l'expérience d'achat et motive ceux qui hésiterait sur une page de vente classique. Et ça, je trouve que c'est une comparaison vraiment cool parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment du télé-shopping, mais sauce Twitch, quoi, en fait, sauce streaming. Donc, à voir après comment l'expérience va évoluer, parce que là, pour le moment, je pense que l'interaction, c'est simplement des messages. On voit que Twitch, on peut aller beaucoup plus loin. Mais si beaucoup de plateformes devaient se placer là-dessus, on peut s'attendre à des choses assez dingues. Peut-être des réductions en fonction de petits concours ou ce genre de choses. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent émerger. Marco qui dit sinon il y a petit bateau. Ok, alors attends, je regarde ça. Live shopping, même pas froid. Faire de l'hiver, notre saison préférée, nous avons imaginé une collection pour se tenir au chaud, dedans ou dehors, en regardant les flocons tomber. Ok, et donc voir le live. Ok, ouais, donc voilà, vous voyez, ça c'est vraiment l'interface. J'en avais vu une autre du coup sur la solution de Shopify. Et donc voilà, on rentre nos messages. Je vais voir si je fais test. Ah, vous voyez pas, mais attendez, il faut que je passe en plein écran. Hop. Donc si je fais test. 1, 2. Choisissez un pseudonyme.
Ok. Ok. Et après, on peut mettre des petits cœurs. Dac, dac. Et ça, par cast. Ok, donc c'est une autre solution. Casts.tv. Ok. Intéressant. Intéressant. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que c'est... si ça devait être une vraie tendance, c'est quelque chose qui explose en fait, très probablement qu'il y a beaucoup de SaaS qui vont se positionner en fait là-dessus. Ça, c'est une certitude. Et donc on va certainement voir une espèce de guéguerre et de compétition qui va se mettre en place en fait entre les différents acteurs du marché. Où est-ce que j'en étais du coup? Dernier paragraphe si je me trompe pas. Des échanges ludiques et informatifs. Le premier intérêt de mettre en place un live shopping est de présenter ces articles, leurs fonctions, leur utilisation. Les vidéos quant à elles ont l'avantage de pouvoir faire intervenir des experts, des influenceurs, des célébrités du net ou encore les designers des produits. De plus, des rendez-vous fixés par les intervenants à leurs followers apportent aux commerçants de nouveaux prospects. Les animateurs interagissent avec le public en échangeant en live, en répondant personnellement à chacun et en proposant de s'amuser ensemble. Selon une étude commissionnée par AliExpress, 78% des consommateurs français de e-commerce sont à la recherche de plus de divertissement sur leur site marchand avant de craquer sur un article. Ils viennent profiter de distraction et d'amusement et cela les motive à passer à l'acte d'achat. De nombreuses animations sont faciles à mettre en place via un live shopping. Les internautes sont par exemple invités à participer à des tirages au sort, bon c'est ce qu'on disait. Possibilités sont diverses, il est important de captiver et divertir un public intéressé par les articles présentés. Les plus chanceux repartent avec des cadeaux, ce qui crée de la publicité. Et dernier paragraphe, nous voyons que le e-client aujourd'hui a besoin de plus que du contenu, plus qu'une simple page produit pour se laisser convaincre et passer à la commande. Le live shopping offre ce supplément de service en proposant des expériences d'achat originales interactives. Le prospect se sent valorisé, entendu car il peut intervenir et poser des questions qu'il souhaite avant d'acheter le produit visé. Donc voilà, article plutôt cool du Petit Digital, j'ai trouvé ça bien. En tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir un peu cette tendance que je ne connaissais pas. Donc affaire à suivre cette partie live shopping et puis côté technique aussi, voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres réactions, n'hésitez pas. Moi j'enchaîne du coup avec l'article suivant du coup. Donc un article sur DuckDuckGo qui est donc un navigateur. Navigateur du coup qui avait pour but en fait de préserver un petit peu l'anonymat, protection de la vie privée, etc. etc. et qui sort une application macOS qui aura notamment des impacts sur YouTube. C'est ce que dit l'article. Donc rapidement, après avoir connu un petit succès sur les plateformes mobiles, le navigateur web signé DuckDuckGo investit macOS au programme tout un tas de fonctionnalités dédiées à la protection de la vie privée. L'entreprise, connue pour son moteur de recherche respectueux des données personnelles, vient de rendre disponible son navigateur web pour tous. Oui, je crois que j'ai dit le contraire tout à l'heure, j'ai dit que c'était un navigateur web à la base alors que non, pas du tout. Donc objectif zéro trace, en construction depuis bientôt 1 an, est disponible sur invitation depuis avril 2022. L'application DuckDuckGo sur Mac peut désormais être installée par quiconque souhaite surfer relativement anonymement sur le web. Elle inclut évidemment une palanquée de fonctionnalités censées limiter le pistage, l'exploitation de données personnelles et l'affichage de publicités ciblées. Ça, c'est un truc qui est assez important, c'est que j'étais sur le live de Nowtech, je crois que c'était hier qu'ils en parlaient notamment de ça. Et en fait, il disait il faut bien saisir la nuance en fait, c'est-à-dire que ça ne va pas bloquer en soi les publicités. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder les publicités qui vous placent des trackers en fait derrière. Et donc, c'est véritablement ces pubs-là et ces trackers qui vont être bloqués. Et comme la majorité des pubs ont des trackers derrière, la majorité risque d'être bloquée. Du coup, on retrouve les outils traditionnels de blocage des trackers, une gestion automatique des bannières de cookies RGPD, censé choisir l'option la plus protectrice, et l'accès au service de protection de son adresse mail. Donc ça, en gros, j'ai lu, en quelque sorte, c'est une façon d'éviter, quand vous ouvrez les mails, etc., de prendre des trackers. Voilà, ils ont un service pour ça. Un bouton permet également en un clic d'effacer toutes les données de navigation propres à un site pour éviter de se faire pister via un dépôt de cookies.
Et ensuite, donc, sur la partie YouTube qui est aussi intéressante, concrètement, le lecteur vidéo de DuckDuckGo va récupérer un flux vidéo YouTube et l'afficher dans une fenêtre à part qui enverra le moins possible de données à YouTube. L'impossibilité d'afficher des publicités personnalisées via cet outil a pour avantage de bloquer les pubs sur la plupart des vidéos. YouTube sera tout de même au courant de ce que vous regardez, mais aucune des vidéos que vous regardez dans le Duck Player ne contribue à votre profil publicitaire YouTube ou ne propose de recommandations personnalisées distrayantes. Et dernier paragraphe, autrement, l'application DuckDuckGo pour Mac embarque les fonctionnalités attendues d'un navigateur web, comme un gestionnaire de mots de passe, un outil d'importation des favoris et la possibilité d'épingler des onglets, histoire de montrer réellement patte blanche. L'entreprise a annoncé qu'elle mettra le code source de son application à disposition du public dès que le navigateur ait une liste d'attente. Oula, j'ai raté une phrase. À disposition du public dès que le navigateur sortira de sa phase bêta, pardon. Une application Windows est toujours en préparation et une liste d'attente pour tester le logiciel sera mise en place dans les prochains mois. Voilà, donc DuckDuckGo qui continue à percer, à exploser, aux grandes dames, j'imagine, de YouTube. Je sais pas si vous déjà, est-ce que vous utilisez, moi typiquement j'utilise Brave qui bloque quand même par défaut pas mal de pisteurs, pas mal de publicités, etc. etc. Est-ce que vous déjà au quotidien, qu'est-ce que vous utilisez comme type de navigateur dans le chat? Est-ce que voilà, c'est un truc sur lequel vous êtes sensible ou pas, le fait d'être traqué? Je sais qu'il y a des gens typiquement qui boycottent un peu et prennent on va dire le pas inverse de dire bah non, je veux pas d'adblocker, je veux pas de ghostery ou ce genre d'extension en fait qui bloque finalement toutes les publicités parce que voilà, dans une démarche on va dire de oui, la pub c'est ce qui permet aussi aux créateurs de contenu de vivre. Donc voilà, après c'est un peu propre à chacun. Margot qui utilise Chrome, ok, qui utilise Chrome principalement. Moi j'utilise Brave mais qui est aussi un Chromium, donc qui est finalement la même base technique. JP qui met tu récupères tes battes aussi, oui. Donc effectivement la fonction, enfin disons que la petite spécificité on va dire de Brave c'est que vous avez un système aussi de rétribution. Alors moi je ne l'ai pas activé, mais en gros vous pouvez vous-même en fait être rétribué par rapport à ce que vous consultez et récupérer voilà, sous forme de, ils appellent ça des bats. Bon, je rentre pas dans le détail parce que je suis pas non plus un spécialiste, mais ils essayent d'avoir un modèle on va dire un peu plus vertueux et essayer de faire en sorte, exactement comme tu dis JP, d'avoir des tokens d'attention, donc faire en sorte en gros d'être un peu rétribué, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'attention des gens c'est devenu la vraie monnaie en fait, et c'est ça que les marques cherchent à avoir. Bob le développeur, Edge perso, pas forcément de gêne à être traqué. Par contre, j'ai Adblock pour le coup. Ok. Et tu utilises Edge du coup au quotidien, même en tant que dev, du coup, tu utilises Edge. C'est c'est assez intéressant et assez atypique. Je pense que tu es un des premiers que je croise qui utilise ça, notamment pour la partie HTML, CSS et la rétrocompatibilité. J'avoue que moi de base je serais plus parti sur Chrome, mais l'avantage c'est Edge quand même fonctionne plutôt bien, mais à l'époque ceux qui utilisaient Internet Explorer par exemple c'était vraiment une plaie. Mais Internet Explorer, je vous rappelle que ça a disparu des écrans. Margot, tant que mon expérience d'utilisateur n'est pas altérée, ça me va. Ok, donc ça c'est aussi un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais plus, l'autre jour je traînais sur, je sais plus qu'est-ce que c'était, je crois que c'était un stream, bref, peu importe, où la personne en gros essayait en fait ne voulait pas activer les cookies et donc il y a une partie du site qui ne fonctionnait plus. Et le gars rageait, oui c'était un stream, et le gars rageait en disant non mais c'est quand même dingue qu'aujourd'hui il y a des choses qui fonctionnent pas, etc. Et en fait c'est parce que c'était un service tiers qui nécessitait le dépôt d'un cookie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de services, par exemple vous voulez faire du YouTube, vous voulez placer un embed, donc une vidéo en fait à l'intérieur d'un site. Typiquement regardez au niveau RGPD, mais il y a des choses qui voilà, il y a des dépôts de cookies qui sont faits des fois sans que l'utilisateur s'en rende compte, et c'est un vrai sujet quoi, parce que ça veut dire que concrètement vous pouvez détériorer en fait l'expérience et complètement casser en fait l'expérience en n'acceptant pas les cookies. Donc JP des tokens d'attention, Benta, Chrome aussi de mon côté, ok.
Donc ouais, plutôt pas mal d'utilisateurs de Chrome. JP, tu peux rétribuer des tokens sur Git, par exemple. Ok, oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour Brave, où en fait, en fonction du temps qu'on passe, bah, c'est un peu comme Twitch finalement, où on a des points, pour le temps qu'on passe en fait sur un stream. Là, c'est un peu le même fonctionnement en quelque sorte. Sauf que c'est des tokens et on peut effectivement redistribuer ça. Voilà, il y a un système un peu. Ils cherchent à avoir un modèle de rétribution qui soit un peu vertueux en fait envers les créateurs de contenu et envers les utilisateurs. Une espèce de win-win quoi, un truc gagnant-gagnant. Benta, bye bye IE, ouf, oui, en effet. Et je pense que tu es comme moi et t'as connu cette période où il fallait. D'ailleurs, moi je me souviens qu'en agence web, souvent, en tant que dev, le premier truc que tu demandais quand tu avais ta chef de projet ou ton chef de projet, c'est OK, rétrocompatibilité IE jusqu'à où quoi. Et moi j'ai connu des IE8. IE8 et ouais, et là ça commence à piquer. Là, tu savais que tu as des trucs sur lesquels tu risquais d'y passer un petit peu de temps, tu pouvais moins t'éclater au niveau des animes, etc. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui n'étaient tout simplement pas pris en compte. Et c'était une vraie frustration. Et donc là, ben, l'annonce, je sais pas de quand ça date, la fin d'IE, IE 11, mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Internet Explorer 11, fin. Ou fini. Non, je vais marquer date fin sinon. Fin de support. Est-ce que j'ai la date? 15 juin 2022. Ouais, ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Hein. 15 juin 2022, RIP IE11. Bon, après, IE11 en soi était pas. Je pense que c'était pas la pire des versions. Hein. Honnêtement, comme je vous dis, IE8 c'était bien pire que ça. Alors, Margot, entre live shopping et les pubs, le digital reprend les codes de la télé et des affiches publicitaires. On reprend les mêmes systèmes, mais des supports différents. T'en penses quoi? C'est une question intéressante, ça. En soi, moi, je pense que... Enfin, de ce que je vois, après, il y a peut-être des gens qui sont plus chevronnés que moi sur la partie stream, etc. Mais, grosso modo... C'est vrai qu'on essaye en fait. Alors, au début, le stream était quelque chose d'un peu à part avec ses propres codes, etc. Je crois que c'est encore le cas. Je crois que c'est encore le cas parce que quand tu viens sur un stream Twitch, honnêtement, la première fois, t'es là, mais les mecs ils sont sous LSD quoi. C'est vraiment trop bizarre. Je comprends pas. C'est quoi un raid? C'est quoi. Pourquoi est-ce que les gens ils parlent aux gens? Enfin, pourquoi le streamer il parle aux gens? Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont assez qui t'interpellent. Après, c'est vrai qu'on essaye de reprendre au plus certains codes de la télé. Est-ce que c'est fait pour essayer de rassurer les gens ou faire en sorte en gros que les gens retrouvent un peu des choses qu'ils connaissent déjà? Je sais pas. Après, je pense que de toute façon, de toute façon, c'est une question un peu éternelle de se dire est-ce que le stream va être la télé de demain ou autre. Moi, je pense que ça s'adresse pas forcément au même public et aux mêmes usages. Et je dis toujours que de toute façon, s'il y a. De toute façon, ça c'est comme. Quel est le meilleur device, quelle est la meilleure solution pour mon problème, etc. Moi, je pense que s'il y a autant de solutions, c'est qu'il y a autant de besoins en fait, et que chaque chose répond à un besoin bien particulier. Donc, de toute façon, je pense que le live et le stream aujourd'hui est grandissant. On l'a vu encore récemment avec beaucoup d'événements qui ont explosé sur la toile. Typiquement, le GP Explorer, qui est donc une course de Formule 4 organisée par Squeezie, ou les Z-Events organisés par Zerator et tous ces streamers qui sont vraiment là depuis des années. Donc je pense que ça donne des idées en fait à beaucoup de gens et il y a des croisements qui se font en fait, ni plus ni moins, c'est-à-dire que ben, voilà, les gens, des personnes qui sont peut-être spécialisées sur la partie e-commerce voient que le stream explose et se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas le meilleur des deux mondes à avoir. Donc en soi je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop binaire et dire demain la télé est morte. C'est peut-être le cas, hein, moi j'en sais rien, mais je pense que bien malin celui qui sait. Mais je crois plutôt en fait que il y a des gens qui sont dans des univers différents, c'est-à-dire voilà, des gens qui sont plutôt sur la partie télé, des gens qui sont voilà, animateurs télé, etc. Des gens plutôt sur la partie stream, etc. Et en fait, de par le fait que ça parle et que aujourd'hui on communique très facilement et on peut
découvrir de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses, ben, je pense que ça donne des idées et ça fait des espèces de croisements en fait. Donc là typiquement ben, c'est le e-commerce qui rencontre le stream. Pour moi ça n'a rien d'étonnant. C'est simplement des personnes un petit peu malignes je pense dans le e-commerce qui se sont rendus compte que le stream était montant et que peut-être il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait l'adapter finalement. Et voilà. Et après, concernant la télé et le stream, ça, de toute façon, encore une fois, c'est une question éternelle. Savoir si la télé va continuer ou pas, je sais pas. À aujourd'hui, les stats prouvent que en termes d'audimat, la télé est encore bien présente. Si on prenait, je pense, tous les viewers d'une soirée de tout stream réuni, peut-être que ça serait un peu différent. Mais grosso modo, aujourd'hui, il faut se dire, pour donner un ordre d'idée, que donc le GP Explorer notamment a battu le record de France en fait de personnes en simultané et c'était 1 million. Jusqu'à présent c'était 700 000 personnes, c'était pendant le Z-Event je crois avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Inoxtag, mais là on est passé sur la barre des 1 million en simultané. Je crois qu'il y a certains moments de prime time sur TF1 ou ce genre de choses, les 1 million, ça serait une audience pauvre, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur. Mais encore une fois, là, on parle de une chaîne de streaming bien en particulier, sachant que le stream, la télé, tu vas avoir, je sais pas moi, quelques dizaines ou centaines d'émissions en tout et pour tout. Le stream, tu as des milliers et des milliers de chaînes, donc ça serait plus intéressant, je pense, de prendre un peu de recul et de calculer tout ça sur vraiment une échelle plus globale et pour se rendre compte si le stream aujourd'hui commence à concurrencer finalement la télé ou pas. Donc voilà, désolé, c'est une réponse un petit peu longue, mais moi, de mon point de vue, je pense que c'est plus des rencontres entre des univers différents et des tendances qui se dégagent et des gens qui se disent, tiens, peut-être que moi, j'ai intérêt aussi à apporter un peu de ça dans mon écosystème, quoi. Voilà, du coup, DuckDuckGo, intéressant. Et ce qui nous amène, pardon, du coup, à notre dernier article, dernière chose dont je voulais vous parler avant de clôturer cette première matinale, du coup, ce sont les Jammies. Donc, les Jammies, du coup, c'est un événement qui a lieu donc une fois par an. Si je me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, mais c'est une fois par an. Et donc c'est un événement qui est tourné sur la Jamstack. Donc je vous rappelle la Jamstack du coup qui est un pattern de conception, une façon de concevoir des sites internet de façon plus performante et beaucoup plus sécurisée. Je vous invite évidemment à regarder le replay du stream précédent où je détaille un tout petit peu plus comment ça fonctionne. Et donc chaque année en fait, il y a une communauté, la communauté Jamstack, qui organise en fait cet événement, les Jamies, où ils vont aller récompenser un peu toutes les personnes qui chaque année contribuent justement à l'évolution de la Jamstack. Donc voilà, il y a l'award par exemple l'outil qui est un peu innovant de l'année, le projet de l'année, l'agence de l'année, le streamer de l'année, etc. Vidéo créateur également, le podcast de l'année, le site personnel de l'année. Enfin voilà, il y a beaucoup d'awards comme ça qui sont distribués. Donc vous pouvez aller voter, hein, évidemment. Je vous mets le lien dans le chat dès à présent, comme ça, hop, vous pourrez aller voir ça. Et puis c'est donc ce qui est d'important surtout, c'est que ça a lieu d'ici 2 semaines. Effectivement, c'est ce que dit Benta. Ça a lieu du coup d'ici peu. Je regarde les dates pour pas dire de bêtises. Voilà, 7 novembre, donc d'ici 2 semaines environ. On est le 21 octobre. Vous pouvez assister effectivement à Jamstack, au Jamies et à la Jamstack Conf du coup. Vous pouvez y assister en physique mais également en virtuel, donc il y a des billets qui sont gratuits en fait pour y assister en direct. C'est des billets virtuels du coup et ça vous permettra du coup d'aller voir un petit peu toutes les conférences autour de la Jamstack, c'est assez intéressant. Benta, c'est pendant la Jamstack Conf qui a lieu dans 2 semaines, ok. Margot, événement gratuit en ligne, voilà, donc ça c'est un événement auquel vous pouvez assister si vous ne connaissez pas la Jamstack, c'est assez intéressant. Et j'ai regardé notamment les speakers et il y en a vraiment de tous bords. J'ai vu qu'il y avait le CEO de Figma, le CTO de Figma qui était présent. Il y a le CTO de Figma, donc ça c'est hyper cool parce que en termes de technique, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre du coup de Figma. J'ai vu d'autres speakers aussi que je connaissais. Alors Sébastien Chopin qui est en fait le CEO de Next et c'est un Français, donc cool qu'il soit là-bas. C'est vraiment une très très belle ref. Qui c'est que j'avais vu encore d'autres? Jason, donc Jason qui est un créateur de contenu, Learn with Jason, je sais pas si vous connaissez, c'est un
il fait pas mal d'interviews où en gros il y a des personnes qui viennent, qui lui parlent d'une techno et en fait il code et il est guidé en fait par l'invité. Donc super ref, lui il a beaucoup de contenus en ligne qui sont très très intéressants. Et j'ai vu d'autres personnes. Alors Matt Bielman évidemment qui est le CEO de Netlify. Donc Netlify c'est en fait une plateforme qui permet de déployer des sites Jamstack et c'est la boîte qui pousse énormément la Jamstack. Donc Matt Bielman c'est le boss ou l'un des boss de Netlify. Et après j'avais vu, ah oui, Charlie Gerard aussi qui est hyper intéressante. Donc elle qui... moi je la connais en fait de par ma communauté Anto Parle Web puisqu'en fait elle fait beaucoup de créations, de choses assez avant-gardiste. Je sais qu'elle avait travaillé notamment sur un produit qui permettait de contrôler avec la pensée et les signaux électriques. En fait, elle arrivait à contrôler en fait des choses sur son site internet. C'était complètement dingue. Si vous connaissez pas cette personne, Charlie Gerard, elle est vraiment, c'est incroyable ce qu'elle fait. Elle est très très forte en technofront et c'est vraiment très très cool. Donc voilà, vraiment des invités de qualité et le CTO de Figma, c'est ce que je vous disais au tout début. Donc n'hésitez pas, hein, de toute façon c'est gratuit en ligne, donc nous je pense qu'on regardera ça avec la plus grande des attentions. Donc voilà, Jamstack Conf et les Jamies du coup qui seront là d'ici, donc c'est dans début novembre, 7 novembre. Voilà, est-ce que vous avez des questions les amis? Je pense qu'on arrive un peu en fin de cette première matinale, il est 10h00, donc on est vraiment pile poil au niveau du temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou des questions un peu annexes? Là, ça va être un peu le moment en vrac si jamais vous avez des questions particulières. N'hésitez pas. Et si vous avez des personnes à raid également, ça peut être cool. Ah bah, il y a Basti qui est connecté, donc peut-être qu'on va aller raid Basti. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des personnes à aller raid. Je regarde en même temps sur Twitch qui est connecté. Et puis donc du coup, prochain rendez-vous donc mercredi prochain. Maintenant c'est quelque chose qui va être l'accoutumée. Donc mercredi et vendredi à 9h, on fait comme ça un tour de l'actualité. On regarde des petits tools, on regarde des actualités un peu chaudes qui se sont passées. Et on passe 1 heure ensemble un peu à discuter de l'actualité digitale. Benta, merci pour le stream, très cool. Ben, merci à toi, merci. C'était une belle première matinale. On affinera évidemment au fur et à mesure. On regardera ça et puis on verra ce qu'on peut améliorer. Mais du coup, non, c'est cool. C'est cool ce format de matinale un peu chill. Je pense que ça va être une bonne chose à conserver. Et puis voilà, évidemment, je vous rappelle que Déclic, ça commence par les matinales, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On va avoir des vidéos YouTube, donc n'hésitez pas dans le chat !social, vous avez tout ce qui est nécessaire en fait, tous les réseaux pour nous suivre. Je vous mets ça dans le chat si vous faites !social, même si vous regardez ça en replay. Vous avez un lien et dessus vous avez le Twitter, le YouTube, le Discord également, si vous voulez rejoindre la communauté. Et être informé en fait de tout ce qui va se passer. Donc il y a des vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Les streams, donc actuellement on commence par les matinales, mais après il y aura des émissions type talk show qui vont arriver. Donc beaucoup de choses qui vont venir progressivement, mais on va y aller de façon crescendo. Voilà, écoutez les amis, je suis très content en tout cas de cette première. On va aller voir l'ami Basti. On va aller... faire un petit raid et donc n'hésitez pas à rejoindre le raid et aller lui faire un petit coucou et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous du coup mercredi. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne fin de semaine et puis on se retrouve mercredi 9h dans les studios dans les studios du coup de Déclic. On ne sera pas chez moi cette fois-ci, donc changement de décor. Voilà, bonne journée à tous, à très bientôt et merci d'avoir été présent. Bye bye.